Salut Seb! Salut Corinne. Alors pourquoi est-ce que tu m'as donné rendez-vous ici devant cette magnifique tortue? Je trouvais justement qu'une sculpture gigantesque qui fait quand même 6 tonnes pour représenter le numéro décodeur de ce mois qui est dédié à la sculpture. C'est une sculpture de Yann Fabre, c'est lui d'ailleurs dessus, et ça représente l'homme en perpétuelle quête de l'utopie. Effectivement, plutôt sympa mais très massif. Dans un univers différent, on va aller à la rencontre de Stéphane Halleux. C'est lui aussi un artiste sculpteur. Il a notamment créé le personnage de Monsieur Hublot qui a donné naissance à un court-métrage et ce court-métrage a été récompensé ni plus ni moins qu'aux Oscars. Donc à mon avis, la rencontre risque d'être fortement intéressante. À tout à l'heure. Moi, je vais aller retrouver Sergio. Sergio, il va nous expliquer pourquoi il s'est approprié une sculpture de Nel. Et puis enfin, Pierre qui va décoder la sculpture ce mois-ci. Alors on avait déjà décodé avec lui l'art pictural. Ici, on va rentrer un peu plus en profondeur pour ce décodage de cet autre art plastique. Bonjour, je m'appelle Stéphane Halleux. Voilà, je suis sculpteur. J'ai 48 ans déjà. J'ai pas vu le temps passer jusque maintenant. J'ai pas vu la sagesse arriver non plus. Voilà, je suis né dans la région de Liège. Et puis j'ai pas mal déménagé. Je crois que je suis un peu nomade. Le processus créatif démarre d'une envie en général. Parfois une pièce qui inspire, mais parfois j'accessoirise plutôt un dessin en me disant tiens voilà je fais un Batman par exemple, j'aime bien les personnages très accessoirisés, je cherche des accessoires qu'on peut leur mettre et puis de fil en aiguille je redessine la pièce en fonction des objets que j'ai trouvés. Je vais dans les brocantes, chez les antiquaires, j'ai des amis qui m'apportent des pièces, enfin il y a un réseau qui s'est mis en place depuis tout ce temps-là. Ce qui est intéressant dans les pièces récupérées, c'est parfois leur ligne, c'est parfois un petit morceau, une courbe. C'est très peu de choses. Mais j'ai pas envie qu'à un moment donné, on voit la pièce et qu'on se dise tiens, il a fait une bagnole avec un grippin. J'ai juste envie qu'on voit une bagnole et que les pièces récupérées accessoirisent la pièce pour la rendre plausible. Les choses ont évolué, donc je ne suis plus tout seul, on travaille à deux ici. J'ai un collaborateur, un bras droit, Stanley Le Charlier. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les pièces en cours en photo et on fait une simulation maintenant sur l'ordinateur où lui met en page, met en scène avec... du coup, on peut regarder les différents lettrages, les changer les couleurs. Ça sont des choses dont on discute ensemble. J'attache énormément d'importance à la finition des pièces. Et le fait d'être méticuleux sur une pièce et le temps passé dessus, ça donne une valeur à la pièce. La difficulté, quand un art ou quelque chose devient commercial et que ça prend une certaine ampleur, c'est de ne pas tomber dans le travail à la chaîne. Pour pouvoir garder une âme dans ce qu'on fabrique, je pense que ce qui est important, c'est de continuer à s'amuser en le fabriquant. Donc il y a vraiment une recherche continuelle du plaisir, de nouvelles choses, à s'amuser avec d'autres techniques. Il y a plein de choses qui ont été apportées. Toutes ces choses-là ont fait qu'on gardait une forme de plaisir en travaillant. Les pièces sont un mélange de tout ce qui m'inspire, tout ce qui m'a toujours inspiré. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une référence à de la pop culture, aux bandes dessinées que je lisais quand j'étais gosse, aux films que j'ai regardés. En même temps, moi je fabrique ce que j'aimerais bien de voir, voilà, ce que j'aimerais bien de retrouver dans un musée, qu'on puisse débarquer sans avoir été éduqué à l'art, venir visiter une exposition. Et si ça peut faire réfléchir un peu plus loin à certains, tant mieux. Ce que je peux en dire, c'est que souvent il s'agit de mon côté peut-être de quelques phobies ou des questionnements sur le futur aussi. Et une certaine nostalgie de l'enfance. Oui, moi j'ai l'impression que je fabrique les jouets que j'aurais voulu avoir enfant. Bon, maintenant, je passe plus de temps à les fabriquer, c'est ça ma façon de jouer, plutôt que de jouer avec. Mais oui, il y a quelque chose d'enfantin là-dedans. Bonjour Stéphane, Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans l'Absolute Art Gallery où tu exposes de manière régulière. Alors, première question qu'on a envie de se poser suite à ce portrait, comment est-ce que tu arrives dans la sculpture? Parce que la formation, tu ne l'as pas, il y avait juste l'envie de créer quelque part. Ça se fait un peu par un parcours d'essai-erreur. C'est un peu comme ça que ça a émergé, parce qu'au départ, moi j'ai fait des études d'illustration, donc je dessinais. J'ai commencé à
récupérer des petites pièces de moteur à gauche, à droite, pour les croquer en dessin, et les intégrer dans l'illustration. Et finalement, le processus s'est inversé, et le dessin est devenu une étape de la sculpture plutôt que l'inverse. Et puis finalement, tu passes de la sculpture au dessin aussi. En 2014, tu as été oscarisé pour un court-métrage, Monsieur Hublot. Ça a été un petit peu une consécration. Là aussi, c'est quelque chose d'autre que la sculpture finalement. Oui, c'est toute une équipe qui a été oscarisée parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui a travaillé sur le principe. C'était pas vraiment une consécration, c'est vraiment quelque chose de parallèle qui s'est installé. Parce que moi, j'avais déjà une carrière quand même dans la sculpture. J'exposais déjà avec des galeries. Mais disons que ça a donné vraiment un coup de projecteur et ça a rendu mon travail beaucoup plus populaire qu'avant. Et puis les personnages qui prennent vie, j'imagine que ça doit être un aboutissement de les voir dans leur monde et qu'il y ait vraiment une histoire. Et ça, c'est peut-être quelque chose que tu as envie de retravailler ? Oui, c'est quelque chose qui est prévu aussi pour la suite. Dans la sculpture, l'idée, c'est que ce soit le spectateur qui se fasse l'histoire. Donc une sculpture statique, voilà, les enfants ou les adultes, enfin les gens qui viennent, imaginent un passé, une histoire. Ils inventent tous des histoires, hein. Souvent ils viennent me trouver en disant « Oh ouais, ça, celui-là, on dirait que… » Dans le dessin animé, on impose une direction, c'est-à-dire qu'on fait faire quelque chose. Mais c'est vrai que la première fois où j'ai vu bouger un de mes personnages en image de synthèse, c'était émouvant. Ouais. Y a un long métrage qui est déjà en discussion depuis assez longtemps. Le scénario est écrit, les recherches graphiques sont en cours. Voilà. Ton rôle à ce moment-là, c'est vraiment directeur artistique, c'est ça ? Oui. Moi, c'est ce que j'ai négocié avec la boîte d'animation qui s'appelle La Fabrique d'Images, avec qui on a ce projet. Parce que moi, je voulais garder un œil et une main sur l'aspect graphique, design, couleur de l'univers. Et pouvoir donner mon avis un peu sur tout aussi, d'ailleurs, hein, sur le scénario, sur ça. Même si c'est pas moi qui m'en occupe, j'aime bien avoir quand même un petit contrôle. Est-ce qu'on peut dire du coup que le sculpteur devient un petit peu plus que sculpteur, que ça devient un artiste complet ? Le dessin, la sculpture, et puis maintenant… Oui. Je pense que ce sera une incartade dans le monde du cinéma, mais le plaisir et mon envie première, c'est quand même toujours de mettre les mains dedans et de le fabriquer en vrai, quoi. Les matériaux, les odeurs, les coutures, les couleurs, il y a le toucher aussi, c'est important le toucher. Merci Stéphane. Mais de rien. Donc c'est vrai que moi c'est un processus qui remonte à loin, parce que c'est vrai que c'est depuis l'adolescence, j'ai été touché par des artistes comme Keith Haring ou Andy Warhol, qui sont des artistes assez, entre guillemets, faciles d'accès et qui m'ont ouvert vraiment la voie vers quelque chose de plus compliqué, peut-être pour un œil non averti, mais qui permet vraiment de développer un intérêt pour toutes les formes d'art, de la peinture à la photographie, en passant par, dans ce cas-ci, la sculpture. Et dans le cas, par exemple, de Nell, c'est vrai que c'est une artiste qui est assez, que je trouve qui est assez complète, qui est vraiment très intéressante, très très contemporaine dans tous les sens du terme. Et cette œuvre est vraiment symbole de son travail, c'est-à-dire quelque chose d'interpellant, avec un titre Réchauffement climatique qui pose la question par rapport à l'œuvre en elle-même. Cette idée de fresco avec une couleur complètement inhabituelle, avec évidemment cette forme, ce rappel au cerveau, donc cette forme cérébrale, cet esprit de fonte avec cet écoulement, un peu comme une expansion de César, donne vraiment un intérêt pour cette œuvre qui ne s'aborde pas sur un seul angle, mais qui peut faire appel à plusieurs interprétations. Moi, c'est la mienne, pour vous, ça peut être autre chose, mais voilà, et toujours avec cette touche d'humour qui est très importante pour moi dans l'art, c'est cette distanciation et pas se prendre au sérieux. Bonjour Pierre. Bonjour Corinne. On s'était déjà vu au mois de juin où tu avais décodé l'art pictural. Ici, on se revoit pour l'art sculptural. Et alors, j'imagine qu'en termes d'accessibilité, on peut faire des parallèles entre les deux. Oui, mais il n'y a pas de raison de les scinder, parce que pour moi, c'est plus lié au mouvement artistique auquel appartient l'artiste ou l'œuvre que de dire qu'il y a un type de technique qui rend l'art plus accessible. Moi, j'ai quand même l'impression que l'art sculptural est plus accessible parce qu'il fait partie justement de notre espace public, donc on se l'approprie plus facilement. Alors à ce niveau-là, je pense que tu as raison, parce que de facto, on va être confronté à ces œuvres en se promenant en rue, et donc il y a beaucoup plus de chances qu'on se les approprie, et si on se les approprie, forcément, ça les rend plus accessibles. Et si je reprends l'exemple de Stéphane Halleux, dont on vient de voir le portrait, là, on a l'impression que ça l'est encore plus parce qu'il fait partie finalement de notre monde cinématographique. Oui, alors Stéphane Halleux a le mérite d'avoir pris une thématique qui rappelle notre enfance, qui rappelle les jeux, les jouets qu'on utilisait, les films, les dessins animés. Et donc tout cet univers est forcément
très populaire et en même temps pas du tout dépaysant pour nous. Et donc le cheminement pour apprécier ça sera très rapide. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas une grille de lecture derrière? C'est pas pour ça qu'il n'y a pas une grille de lecture ou même, j'ai envie de dire, une narration, parce que Stéphane Halleux peut faire passer des messages et j'ai envie de dire, il a l'énorme mérite d'avoir été un des premiers à faire ça, à sacraliser cette thématique-là. Alors si on prend l'étymologie en latin du mot sculpture, sculpere, ça veut dire en fait tailler. On a l'impression qu'on s'en éloigne un petit peu aujourd'hui. Oui et non. Alors, il faut savoir qu'en effet, le mot sculpture est très vaste, parce que toute manifestation artistique en 3 dimensions pourrait presque être qualifiée comme de la sculpture. Alors, en effet, on va dire qu'il y a 2 grandes classes de sculptures. Il y a les sculptures qui partent d'un moule au départ, et donc il faut savoir, par exemple, qu'une sculpture en bronze, le bronze est coulé par une fonderie, par un fondeur. Donc, très souvent, c'est pas l'artiste qui va effectuer ce travail-là. À l'inverse, une sculpture dans de la pierre ou avec un assemblage en bois, là, généralement, le sculpteur, l'artiste, va faire tout de A à Z. Donc, au fond, c'est un mot qui regroupe 2 activités qui peuvent être techniquement assez différentes. Alors, on a aussi parfois l'impression, quand on voit des sculptures parfois petites mais gigantesques, assez simplistes, on se demande si ça fait encore partie de l'art. Alors ma réponse est oui, évidemment. C'est simplement que probablement ça te parle moins parce que ça doit appartenir à un mouvement artistique qui est soit le minimalisme ou de l'abstraction géométrique. Mais pour moi, c'est plutôt une question de sensibilité à un mouvement artistique. Et si probablement tu avais une meilleure connaissance de ce mouvement, une connaissance plus vaste, peut-être que tu apprécierais, tu percevrais cette œuvre-là individuelle totalement différemment. Donc prudence à ne pas trop vite juger. Alors je suppose que c'est dans la sculpture comme dans la peinture, on peut faire passer au travers d'œuvres soit une émotion, soit dénoncer un phénomène de société, des choses comme ça. Et si on prend le cas de justement Georges Mine? Alors, Georges Mine, on ne pouvait pas passer à côté, parce que quand tu parles d'émotion, s'il y a bien un artiste qui traduit à merveille l'émotion, donc juste pour vous situer que Georges Mine est à cheval entre les 2 siècles, donc il est né en 1866 et décédé en 1941, et ben Georges Mine, par la stylisation des silhouettes, par les proportions des corps, il va à merveille exprimer la souffrance, le repli sur soi-même, ou dans d'autres sculptures, la spiritualité de l'homme. J'ai envie de dire, il parvient à traduire une émotion en sculpture, ce qui est pour moi magnifique. Et si vous voulez en savoir plus sur la sculpture de Georges Mine, on vous donne rendez-vous sur la page Décodart des réseaux sociaux. Merci Pierre. Je t'en prie Corinne. Qu'est-ce que tu regardes, Seb? Une des petites statuettes sculptures d'Isaac Cordel. C'est minuscule. Ouais. Eh ben, écoute, rien à voir avec Yann Fabre, effectivement. Il y en a 45 disséminés un petit peu partout dans les rues de Namur. C'est ce qu'on appelle du street art. C'est un artiste espagnol qui n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà exposé comme ça à Berlin, Paris, bref. Il aime se poser des questions sur les inégalités sociales ou sur la société de consommation. Et donc on peut voir ça à travers ses œuvres. C'est chouette. Oui, c'est très intéressant. Alors moi, je vais vous proposer quelque chose de plus classique. C'est de vous rendre au Musée Royal des Beaux-Arts de Belgique avec quand même une prestigieuse collection de plus de 20 000 œuvres, de la sculpture mais aussi de la peinture et du dessin. Et puis pourquoi pas cet été, Sébastien, sur les plages, des sculptures éphémères en sable? Bien sûr, tous ces bons plans, on vous les repropose sur la page Facebook ou la page Instagram de l'émission. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et on se retrouve le mois prochain. Exactement. Ciao. Ciao.